Merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite à suivre l'essentiel des informations de ce mercredi. À la une de cette édition, la page politique. En marge de son entrevue avec les membres de la Fédération malgache de savate boxe française ce matin à Ambusrouge, le président de la transition, André Zwiln, a déclaré aux membres de la presse que le processus de mise sur pied du nouveau gouvernement d'union nationale devrait être accéléré pour ne pas bloquer le cours des affaires nationales. Un nouveau gouvernement dont les membres doivent être connus d'ici le 17 novembre, estime le président de la transition. Michel Rakoutson. En marge de son entrevue avec la délégation malgache de savate boxe française qui participera à la phase finale du championnat du monde de cette discipline sportive, le président de la haute autorité de la transition, André Zwiln, a accepté de répondre aux questions des journalistes sur les affaires nationales. Le 17 novembre, date butoir de la mise en place du gouvernement d'union nationale, selon les cadres de mise en œuvre de la feuille de route signée à Antananarivo par les groupements politiques malgaches, devrait être respecté, estime le président, avant d'avancer qu'il faut même accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement pour ne pas bloquer les affaires nationales. Le président de la transition attend la structure de ce nouveau gouvernement et la liste de ceux qui pourront y siéger que le Premier ministre doit lui présenter après les séries des consultations qui sont actuellement en cours à Mazouarif. Des consultations dont l'issue est très attendue par l'opinion publique et la communauté internationale. Et toujours dans le domaine de la politique, contrairement au parti Arima, dirigé par Vovo Benjamin, le parti politique MDM de Piero Radionarville ne propose que des techniciens pour siéger au sein du nouveau gouvernement d'union nationale. Un choix qui, selon ce parti, respecte l'équilibre régional dans le partage des sièges. Ces candidats ministrables issus du parti MDM étaient reçus ce jour par Omer Berezik, toujours à Mazouarif. L'après-midi, ce fut au tour des candidats ministrables issus des partis politiques UDRC et TGV d'être reçus par le chef de gouvernement. La consultation des candidats ministrables s'est poursuivie ce jour au palais d'État de Mazouarif. Dans la matinée, le Premier ministre Omer Berezik a reçu un à un les 10 candidats issus du groupement HPM ainsi que ceux issus du mouvement MDM. Selon les explications de Piero Radionarville, le fondateur de ce mouvement, le MDM propose des personnes techniciennes qui répondent à l'équilibre régional recherché. Voulant absolument satisfaire aussi l'un des critères qui sont contenus dans les dispositions de la feuille de route, en l'occurrence l'équilibre régional. Donc finalement, pratiquement toutes les provinces sont représentées, mais que d'autre part, vu les structures du gouvernement, nous tenons absolument aussi à proposer des noms qui répondent à des profils, n'est-ce pas, de tel ou tel autre ministère. Voilà ce que je peux dire peut-être à ce stade. Et la consultation s'est bien déroulée avec monsieur le Premier ministre. Et je pense qu'on a pu expliquer un peu la philosophie qui guide effectivement le MDM dans la gestion consensuelle et inclusive de la transition. L'après-midi, ce fut le tour des candidats du parti Tanoura Malagasvoun, Mamre Touvmalal, actuel ministre des Mines et Hydrocarbures, à Antananarivo, qui occupait le poste de ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Harry Laurent Radiasson, chargé du département de la communication au sein du gouvernement Camille Vital, ainsi que l'actuel chef de la diplomatie Yvette Silla, ont passé devant le Premier ministre de consensus. Quant à l'UDRC, ils ont proposé 7 candidats. Après les prétendants au poste de ministre issus du TGV, Jean-Marc Rakoutmamoun, vice-président du leader Fanil, le membre du Conseil supérieur de la transition Herman Arzaf Maïf, Rebouza Julien, ministre de l'eau sortant, et Jean-Jacques Rabinrine, chargé de l'éducation nationale dans le gouvernement sortant, tous deux membres du parti Avis de Norbert Lalara Tiraounan, ainsi qu'Éléonore Douazra Arsou et Eva Arzaf-Mandib, respectivement ministre de la Jeunesse et ministre du Commerce, se sont rendus à Mazouarif pour répondre à l'invitation de Maire Berezik.
Comme nous l'avons déjà relaté dans nos éditions précédentes, Mial Radziwill, la première dame de l'État, a été l'invitée d'honneur du président mondial de la Jeune Chambre internationale, Kentaro Harada, lors du congrès mondial de cette association à Bruxelles. Elle a passé un message fort sur la prise de responsabilité de la jeunesse dans tous les domaines lors de sa prise de parole à cette assemblée générale des membres de la GCA. Reportage sur les images de la TVM. Madagascar. I'm very happy to be here with you and I wish you to have a great moment. Le congrès mondial de la JCI à Bruxelles a regroupé 4000 jeunes de 92 pays. La JCI Malagasy a pris part. La première dame Mial Radziwill a reçu une invitation particulière. Une fois à Bruxelles, Mial Radziwill a été aussi invitée à visiter la ville de Bruges. Se trouvant à 60 km au nord, Bruges est célèbre pour la production de chocolat. La plupart du chocolat vendu en Europe provient de cette usine de Bruges. Bonne nouvelle pour les étudiants d'ANCAT. Le 4e paiement des bourses d'études au titre de cette année universitaire se fera cette semaine, selon les propos du ministre de l'Enseignement supérieur, Rabbi Sazafir Antoine. Apparemment, le déblocage du budget alloué au paiement des bourses aurait été causé par un problème de signature au niveau du Trésor public. Un retard qui, rappelons-le, a provoqué la colère d'une partie des étudiants depuis lundi. Alberta Ramiel arrive. Le retard dans le 4e paiement des bourses à ANCAT a provoqué la colère d'une partie des étudiants depuis lundi. L'Hémorrhag a dû même intervenir pour calmer le jeu hier matin. Des arrestations ont également eu lieu. D'après le ministre de l'Enseignement supérieur, Rabbi Sazafir Antoine, ils ont rencontré quelques problèmes dans le déblocage des fonds alloués au paiement des bourses pour l'université d'ANCAT. Le problème de signature au niveau du Trésor public a été évoqué par le ministre de l'Enseignement supérieur ce matin. Néanmoins, ce problème semble déjà maintenant résolu, étant donné que ces fonds sont déjà versés dans les caisses de l'université d'ANCAT, après des négociations effectuées auprès des hautes instances de l'État hier soir. Interrogé sur cette affaire, le vice-président de l'université d'Amboutsein, Eric Rakoutoarsou, a expliqué ce matin qu'ils n'attendent que le versement des fonds à la banque pour commencer le paiement qui devra durer plus de 3 semaines. Ce vice-président explique également que l'administration de l'université est déjà prête en ce qui concerne les paperasses pour le prochain paiement des bourses, entre autres le 5e paiement. En effet, l'université d'ANCAT doit encore procéder à 6 paiements avant que l'année universitaire en cours ne s'achève. La communauté catholique à Madagascar est en deuil. Nous avons appris cet après-midi la disparition du monseigneur Jean-Paul Randjeman à l'âge de 61 ans. Il était en poste au sein du diocèse d'Antananarivo depuis des années. Il a succombé à la mort des suites d'une maladie qu'il a rangée depuis des années. Anna Muriel. La communauté catholique est en deuil. Monseigneur Jean-Paul Randjeman a cet état à l'âge de 61 ans. Il était assistant évêque auprès du diocèse d'Antananarivo. Monseigneur Jean-Paul Randjeman était une personne calme et simple. Il était né le 27 juillet 1950 à Ambontsimben. Il était ordonné prêtre le 9 septembre 1979, devenu assistant évêque le 10 juillet 1999. Il était ordonné évêque le 26 septembre 1999. Une veillée funèbre se tient depuis ce soir à l'écart Saint-François-Xavier Antanmine jusqu'à samedi, jour où l'on déposera son corps au cimetière des évêques à la cathédrale d'Andoual. Monseigneur Mario Danrazanakoulna a exprimé sa tristesse et sa condoléance ce jour lors d'un entretien avec un journaliste auprès de la radio Don Bosco, entretien durant lequel il a souligné que l'Église catholique a perdu un grand homme qui a marqué son histoire, notant qu'une messe en dernier hommage se tiendra samedi prochain avant le dépôt de son corps à Andoual. Des émissaires du ministère de la Population sont descendus dans le quartier d'Ampanjana ce jour pour soutenir la cause de certains habitants de ce quartier. Des habitants qui refusent la décision d'un ressortissant chinois concernant l'accaparation d'une ruelle d'utilité publique. Nous avons appris sur place que ce ressortissant chinois aurait obtenu une autorisation émanant de la commune urbaine d'Antananarivo. Anna Muriel, Albertin Ramiel arrive.
Les habitants d'Ampangana subissent actuellement les menaces émanant des forces de l'ordre auprès du 3e arrondissement de la capitale. Certaines personnes font l'objet de recherches pour une raison que les habitants ne savent même pas, même s'ils ont demandé à voir les papiers justifiant la venue de ces forces de l'ordre et l'arrestation de ces personnes. Ces personnes recherchées figurent toutefois parmi ceux qui ont demandé à ce que la rue numéro 33 de la vallée de l'Est ne soit pas supprimée. La ruelle censée remplacer la route supposée appartenir à la société chinoise n'est pas digne d'une ruelle publique, ont-ils souligné. Le mur en béton est actuellement sur pied et il ne reste plus qu'une embouchure en guise de passage. Les habitants ont lancé un appel au ministère de la Population et leur requête a été prise en compte ce jour. Le directeur régional du ministère de la Population a réalisé une descente sur les lieux pour constater de visu les problèmes du quartier. Ce responsable a souligné qu'il est important de suivre à la lettre les consignes émises par les autorités et que des dispositions y afférentes devront être tenues. On attend alors la suite de cette affaire. Passons maintenant aux actualités internationales. La crise de la dette en Europe fait une nouvelle victime. Le Premier ministre italien Silvio Berlusconi, après un vote test à l'Assemblée, se retrouve sans majorité. Il est donc contraint à la démission. Il quitte donc ce poste après 17 années au pouvoir. TV5 Monde. Un simple appel téléphonique en fin de soirée. Silvio Berlusconi a réservé sa première déclaration à l'une de ses chaînes de télévision. Le gouvernement n'a pas la majorité qu'il pensait avoir. Quand la loi des finances aura été adoptée, avec tous les amendements que l'Europe et l'Eurogroupe ont demandés, je démissionnerai. Mais le chef du gouvernement italien ne fait que confirmer ce que tout le monde sait déjà. Le président de la République, Giorgio Napolitano, ne lui a même pas laissé le temps d'annoncer lui-même sa démission, préférant publier un communiqué à l'issue de leur entrevue. Faut-il d'ailleurs parler de démission pour celui qui s'accrochait coûte que coûte au pouvoir, malgré les scandales, malgré les affaires de mœurs? C'est l'humiliation suprême. Silvio Berlusconi aura tenté de résister jusqu'au bout, feignant d'ignorer les défections qui s'accumulaient dans son propre camp, cherchant à garder le soutien d'Umberto Bossi, son allié de la Ligue du Nord. Peine perdue, le Parlement vote le budget, mais le gouvernement n'a plus la majorité absolue. Le président du Conseil est sous le choc. Pour l'opposition, il n'y a plus de temps à perdre. C'est un moment difficile pour le pays, donc nous espérons nous sortir de cette impasse dès que possible. L'Italie a besoin d'un nouveau gouvernement pour recommencer à espérer. Reste à savoir s'il sera possible de former un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Faute d'une majorité suffisante, le président Napolitano pourrait dissoudre les chambres et avancer les élections prévues en 2013. Quelle que soit leur date, Silvio Berlusconi a annoncé ce mercredi matin qu'il ne se présenterait pas aux prochaines législatives. L'Iran aurait travaillé à la mise au point d'une arme atomique, c'est ce que l'Agence internationale de l'énergie nucléaire avance dans son dernier rapport. L'agence affirme même avoir des informations crédibles. Le dossier sur le nucléaire iranien fait donc son retour à la une des actualités mondiales. TV5 Monde. Le programme nucléaire iranien contient une possible dimension militaire. C'est ce qu'affirme l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon son rapport, la République islamique aurait travaillé sur la conception d'une bombe atomique. Ces révélations ont provoqué une réaction irritée du président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. Des experts, s'insurge-t-il, à la solde de cette Amérique, contre laquelle il se dit prêt à partir en guerre. Avant même la publication du rapport, les médias israéliens évoquaient la préparation de frappes contre des sites iraniens. Nous pensons que de nouvelles sanctions peuvent être efficaces, mais aucune option ne doit être écartée. Paris rejette l'option militaire. Une intervention militaire pourrait créer une situation totalement déstabilisatrice dans la région. Il faut tout faire pour éviter l'irréparable. Les États-Unis vont probablement durcir leurs sanctions contre l'Iran. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.